Retour dans la semaine de l'écho sur France 24 et je suis toujours en compagnie de Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Bonjour. Bonjour. Et de Laurent Vronsky, directeur général de la société Hervor et secrétaire général de Croissance Plus. Bonjour à vous. Bonjour madame. À 9 semaines du Brexit, le flou demeure concernant les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, un flou qui inquiète notamment les entreprises. C'est dans ce contexte que le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, a tenté de rassurer les chefs d'entreprise présents à Davos. Selon lui, l'Union européenne pourrait consentir à faire un compromis sur l'accord de Brexit et il prévient, l'absence d'accord pourrait conduire à l'instabilité et au populisme. Et avant de lancer le débat en plateau, nous reprenons la direction de Davos pour retrouver notre envoyée spéciale Karina Chabour. Rebonjour Karina. Philip Hammond a tenté de rassurer les chefs d'entreprise présents à Davos, mais on l'a vu ces derniers jours, de nombreuses entreprises menacent de quitter le Royaume-Uni ou de déplacer leur siège. Oui, absolument, à commencer par Sony et Dyson, qui tout récemment ont menacé effectivement de délocaliser leur siège social vers les Pays-Bas dans le cas de Sony et vers Singapour pour ce qui est de Dyson. Et effectivement, Philip Hammond a tenté de rassurer. Il a eu énormément de rendez-vous ici. Il a même annulé une présence à une table ronde avec d'autres ministres européens et la commissaire européenne au commerce pour assurer ces rendez-vous où il remplaçait Theresa May. Il a été précédé avant cela par le secrétaire au Trésor Liam Fox, qui lui aussi a tenté de vendre un pays ouvert aux affaires malgré effectivement ces déménagements d'entreprises, de minimiser le poids, l'impact sur l'emploi, de citer simplement 3 emplois menacés dans le cas d'un déménagement de Dyson. Mais effectivement, ils ont eu beaucoup de mal à rassurer ici. On a senti des investisseurs, des hommes d'affaires très inquiets, préoccupés, voire exaspérés par tant d'incertitudes et de confusion et se préparer à toutes les éventualités, y compris les pires, comprendre un Brexit sans accord et sans période supplémentaire pour pouvoir négocier, ce qui voudrait dire un retour des frontières, un retour des droits de douane, un retour des visas et beaucoup de complications pour un pays dont la moitié des biens vient de l'Union européenne et qui, effectivement, un Brexit sans accord compliquerait notablement l'industrie, l'importation, l'exportation de pièces détachées, de matières premières. Le cabinet McKinsey me disait avoir dû rappeler un certain nombre de ses clients. Elle accompagne des entreprises à se préparer au Brexit et donc à avoir passé plusieurs coups de fil récemment pour leur dire de se préparer, de stocker des pièces détachées pour éviter une rupture de l'approvisionnement, éviter une rupture de la production. Et si, selon le cabinet, les grandes entreprises devraient plutôt bien s'en sortir, ce sera plus compliqué pour les petites et moyennes entreprises. Vous savez, globalement, ici, le thème du Brexit, il a été omniprésent dans les débats, au risque, me disaient certains, parfois d'occulter d'autres questions tout aussi inquiétantes, comme par exemple les tensions commerciales sino-américaines ou la montée en puissance technologique de la Chine. Merci Karina pour toutes ces précisions. Vous étiez donc avec nous depuis Davos. Pascale Johannin, donc, le ministre britannique des Finances, malgré toutes ses craintes, a fait preuve d'optimisme, d'un optimisme mesuré, mais d'optimisme quand même ces dernières heures. Il a dit que l'Union européenne pourrait peut-être consentir à un compromis sur l'accord de Brexit et cela pourrait, selon lui, convaincre les députés britanniques d'approuver ce texte qu'ils ont massivement rejeté il y a une dizaine de jours. Cet espoir vous semble-t-il fondé ? Il n'est jamais interdit d'espérer. Mais là, je pense quand même que M. Hammond prend ses désirs pour des réalités. Parce que les retours de Bruxelles, pour l'instant, ne sont pas aussi ouverts qu'il semblerait vouloir l'affirmer. Sur l'affaire du backstop, puisque c'est là-dessus qu'il espère... La frontière irlandaise. Sur la frontière irlandaise, puisque pour le reste, sur les citoyens et sur le budget, c'est quelque chose qui... ne pose pas de problème et Theresa May en convient. Sur le backstop, la condition pour qu'il n'y ait pas un retour dur à la frontière entre la province britannique d'Irlande du Nord et l'Irlande, c'est qu'en effet, il y ait des mesures transitoires qui soient faites pour éviter qu'en effet cette frontière ne redevienne ce qu'elle a été par le passé, c'est-à-dire une frontière où on s'affrontait et où il y avait des morts. Donc tout ça est fragile, ça fait 20 ans
que cette frontière est pacifiée, si je puis dire. Donc personne n'a envie de rallumer la mèche. Seulement, les Anglais aussi doivent accepter, et donc Madame May et le gouvernement britannique doivent aussi bouger. Il ne peut pas y avoir que l'Union européenne qui bouge. Alors peut-être que Philippe Hammond, en disant qu'il espère... Peut-être qu'il a aussi, lui, des informations sur ce que le gouvernement britannique est prêt à lâcher, parce que Mme May en a fait des questions de principe qui ont été refusées par les Britanniques. Donc si elle est plus souple, elle aussi, à mon avis, là, l'Union européenne pourrait être un peu plus souple, en disant que ce backstop, il s'appliquerait si, avec des conditions, pas automatiquement. Mais des concessions dans les deux sens, donc. Des concessions dans les deux sens, mais ça ne peut pas être qu'à matière unilatérale et que ça soit que l'Union européenne qui cède. Il faut que ça soit quelque chose qui soit négocié. Donc des négociations peut-être pour éviter ce no deal qui fait peur aux entreprises, Laurent Wronski. On a entendu au cours des derniers jours beaucoup d'entreprises annoncer leur possible retrait à l'avenir du Royaume-Uni. On a entendu les inquiétudes d'Airbus qui pourrait ne plus fabriquer ses ailes au Royaume-Uni, mais aussi des inquiétudes de Ford, de Jaguar, sans oublier Sony qui va donc déplacer son siège européen. Selon vous, les entreprises ont-elles sous-estimé le risque d'un no deal, puisque le référendum date de juin 2016 et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on entend de plus en plus d'entreprises annoncer leur départ ou leur probable futur départ? Déjà, je peux dire que moi, je suis ravi d'être une entreprise française basée en France. Je n'aimerais pas être une entreprise britannique. Maintenant, le problème, c'est que si vous voulez, il y a une incertitude et il y a un brouillard qui règne depuis des mois et des mois et des mois. Et je pense que beaucoup d'entreprises et beaucoup de parties prenantes pensaient sans doute, et à juste titre, que vu la gravité de la décision, en clair, il y aurait une préparation plus assidue et qu'en clair, on verrait mieux comment les choses allaient s'affirmer. C'est exactement ce qui ne se passe pas. Donc oui, je pense qu'elles ont de vraies raisons d'être inquiètes. Et surtout, je pense qu'il va y avoir un impact économique très très important. Je rappelle que quand le Brexit a été annoncé, dans les semaines qui ont suivi, on a dit, regardez, finalement, il n'y a aucun impact économique, tout va bien, l'économie britannique va très bien. Parce que le Brexit n'a pas eu lieu. Voilà. Et la livre, c'était même apprécié. Donc je dirais, les partisans du Brésil ont dit, regardez, vous voyez, c'est QFD, mais pas du tout. Je pense que c'est maintenant que ça va commencer. Et je pense donc que on verra les effets historique. à partir de maintenant, des prochaines semaines et des prochains mois. C'est une évidence. Je pense que personne ne pouvait imaginer qu'il y ait, si vous voulez, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est-à-dire des problèmes d'approvisionnement, la queue aux frontières, la fermeture des frontières. Personne ne pouvait imaginer ça. Et c'est probable en cas de no deal, donc le 29 mars à 11h GMT, on pourrait voir ce scénario selon vous? Je vais vous dire, si vous prenez l'année 2017, en 2017, tout ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Donc oui, moi je pense que ça peut arriver. C'est un scénario tout à fait plausible. Et l'impact sur l'emploi, donc vous parliez d'un impact économique important. De plus en plus d'entreprises annoncent leur probable départ ou leur départ effectif. Un impact probable ou possible sur l'emploi selon vous? Alors je vais vous dire, je vais d'abord commencer par mon propre pays. Je pense que l'impact pour la France peut être très positif parce qu'effectivement, il peut y avoir du transfert d'activité dans notre pays. Donc, on a commencé à le voir? On n'a pas encore vraiment commencé à le voir. Bon, il y a les sièges sociaux qui ont déménagé, mais au niveau des chiffres, c'est infinitésimal. Mais je pense que quand la réalité va commencer, si vous voulez, à s'installer et que vraiment on va voir qu'il y a des vrais problèmes économiques, je pense que ça va être un mouvement qui va s'accélérer. Par contre, pour les Anglais, je pense que ça va être une catastrophe. Pascal Joannin, certaines études préviennent aussi d'un impact négatif sur l'ensemble des pays de l'Union européenne et pas qu'un impact positif. Il y a un Brexit dur. Alors, c'est pas un Brexit dur, c'est un Brexit sans accord. Hein. Alors, ce Brexit sans accord, je suis pas sûre qu'il ait une majorité au Royaume-Uni. Donc, c'est trop tôt pour voir les scénarios catastrophes. Il faut l'envisager, on aurait même dû l'envisager depuis longtemps. Parce qu'en effet, s'il n'y a pas d'accord, en effet, il y aura deux droits le 29 mars. Pour que ce ne soit pas le 29 mars, il faut que le gouvernement britannique accepte de reporter le Brexit, de reporter, demander une extension de l'article 50 ou de retirer l'article 50, ce qui n'est pas prévu aujourd'hui à l'heure où on se parle. Mais les choses étant ce qu'elles sont, ça peut évoluer. Il est certain que cet Brexit sans accord aurait des conséquences dramatiques au Royaume-Uni, ça c'est clair, et aurait par répercussion des conséquences également néfastes pour l'Union européenne, parce que nous commerçons avec le Royaume-Uni. Nous sommes des voisins, il n'y a pas de frontière physique, mais il y a une frontière, une proximité. La Manche n'est jamais une grande étendue maritime. Et donc il y a beaucoup d'échanges, et ces échanges seront affectés, que ce soit des échanges de personnes, de marchandises, d'animaux, de tout ça. Donc ça va être une pagaille monstre. Et je ne crois pas que les Anglais
se soient imaginé ça quand ils ont voté pour le Brexit. Et là, aujourd'hui, en effet, le fait que des entreprises, et pas n'importe lesquelles, que ce soit des entreprises industrielles ou des entreprises financières, disent on va réaffecter une partie de nos activités sur le continent européen parce qu'il y a le marché unique, parce qu'il y a un marché de 500 millions de consommateurs, etc. C'est la réalité, et donc ça va bénéficier sans doute à la France, peut-être à d'autres pays, on peut penser l'Allemagne, les Pays-Bas, éventuellement l'Italie, etc. Il y a plein de pays qui peuvent en bénéficier. Mais il y aura de toutes les façons des répercussions négatives sur ce Brexit sans accord. Et donc, toute la stratégie qui doit être celle de Mme May, c'est d'éviter la pagaille et d'éviter vraiment le couac monumental, parce que là, je pense qu'ils auront du mal à s'en remettre, nous aussi, mais dans une moindre mesure. Un scénario catastrophe évoqué aussi quand même par le ministre britannique des Finances qui a parlé d'un risque de populisme en cas de Brexit sans accord. Comment cela peut-il se traduire au juste? Est-ce que d'autres pays aussi pourraient être tentés? Alors d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que le délire britannique n'a pas atteint l'Union européenne. C'est-à-dire que le 23 juin 2016, quand les Britanniques ont voté pour un référendum qui était un référendum politique pour remettre de l'ordre au sein du Parti conservateur. On voit toujours que le Parti conservateur est divisé, donc ça n'a rien apporté. L'Europe est restée unie. Il n'y a aucun pays qui n'en emboîtait le pas, ni les moins-disants européens. Et aujourd'hui, quand vous regardez les gouvernements qu'on peut qualifier de populistes, notamment le gouvernement italien, qui dit « je vais sortir de l'euro, je vais sortir de l'Europe ». Finalement, ils abaissent d'un ton quand ils sont au pouvoir et ils n'en parlent plus. Parce qu'ils bénéficient de l'Europe, Laurent Vronsky. Absolument, bien évidemment. Mais tout à l'heure, vous voyez, on a un petit peu caressé le sujet, parce que quand on parle, si je reboucle avec le premier sujet, qui est le sujet des inégalités, il me semble qu'actuellement, il y a un vrai problème de sens au niveau, je dirais, des peuples, au niveau de l'Europe. C'est quelque chose qui est très abstrait. Je pense que beaucoup de gens ont oublié ce que ça voulait dire. Je répète qu'il y a 70 ans, on était en guerre entre nous, donc on se tapait dessus. Mais je pense qu'il y a une vraie priorité de faire une Europe fiscale et budgétaire, parce qu'aujourd'hui, certains pays européens utilisent la fiscalité comme arme concurrentielle au sein du même espace économique, avec tous les problèmes que l'on connaît, donc l'Irlande notamment, la Hollande, etc., etc. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci Pascal Joannin d'y avoir participé. Merci à vous également Laurent Vronsky. Merci beaucoup. Et puis merci à Farah Bouchrak pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.